Oui, ça y est, l'enregistrement a commencé. Donc, bienvenue pour ce webinaire autour du thème S'épanouir pour guérir. Comment la sexualité contribue-t-elle à guérir les blessures des partenaires en couple? Donc, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Guillaume de Brébisson. Bienvenue, Guillaume. Bonjour, merci, merci de m'accueillir parmi vos webinaires là, qui sont, je trouve, une très belle initiative pour faire rencontrer et découvrir des points de vue différents sur les questions, entre autres, de la sexualité. Je vous remercie vraiment d'avoir mis ça en place et de m'avoir invité. De rien, donc on a un peu de temps ensemble. On s'est engagé auprès de vous à terminer vers 13h40, maximum 45, puisque on sait que vous avez des consultations juste après. Donc il faut que vous soyez disponible pour les personnes que vous allez recevoir. Donc on a un peu de temps ensemble. On a reçu quelques questions qu'on va aborder, alors au fil de l'eau, j'allais dire, mais qu'on va aussi aborder à la fin de manière plus formelle. Donc les personnes qui ont posé des questions, ces questions seront abordées. Vous avez le chat qui est disponible. Donc s'il y a des choses qui viennent en cours de route, n'hésitez pas aussi. Et nos collègues du CORES, Corevi, vont regarder et passer vos questions s'il y a besoin. Avant toute chose, je vous propose donc une présentation très très courte. Moi, je m'appelle Jean-Baptiste Lusignan, je suis responsable prévention santé au CRIPS Île-de-France, qui est une association de prévention et de promotion de la santé principalement auprès des jeunes, et membre du Corevi, Cores Nord-Ouest. Et donc, on accueille, comme je le disais, Guillaume de Barbisson. Vous avez une vie assez chargée par avant, mais on vous accueille en tant que sexothérapeute et thérapeute de couple. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Ouais, je pense que vous avez déjà dit l'essentiel en fait. Je suis aujourd'hui sexothérapeute et thérapeute de couple. J'anime également des stages destinés aux couples qui portent sur la sexualité. Et puis, je suis l'auteur de plusieurs ouvrages qui portent donc un qui s'appelle S'épanouir, qui est un petit peu en lien avec ce webinaire aujourd'hui, et un autre qui s'appelle De l'amour du couple et de la sexualité, Lettre à mon fils. C'est un dialogue père-fils au sujet de ces questions qui me semblent parmi les plus importantes. Et puis tout récemment, j'ai publié avec mon épouse Sabrina, qui est ma partenaire non seulement dans la vie, mais également dans mes projets, puisque nous faisons ensemble l'Université de l'amour. J'ai donc publié avec elle un petit guide pratique destiné aux couples et qui s'appelle Je fais le bilan de mon couple. Voilà, qui ne porte pas spécifiquement sur la sexualité, mais qui porte plutôt sur la relation de couple. Parce que la relation de couple m'occupe beaucoup puisque je reçois de très nombreux couples en cabinet. Et également des individuels, hein. Je parle beaucoup de thérapie de couple parce que c'est voilà, c'est un aspect très important de mon activité, mais je reçois aussi des personnes qui viennent me voir seules, enfin d'elles-mêmes, qu'elles soient ou non en couple, hein. Et ces personnes-là, en général, pour la plupart, viennent me voir parce qu'elles sont victimes de violences sexuelles. C'est une autre de mes spécialités, si on peut dire, et l'accompagnement de ces victimes vers, vers un mieux-être. Là, pour le coup, je n'ose pas parler de guérison, euh, parce que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Alors, justement, bon, on va y revenir. Nous, effectivement, ce qui a retenu notre attention, je le montre, on est au début. Donc, c'est ce livre-là que vous avez évoqué, avec l'effet de flou, on ne voit pas Ah, forcément. là, on se voit très bien, là. On voit très bien, ok, Donc, ça va. Ah oui, qui là, s'appelle très bien. S'épanouir, et avec un sous-titre, Les 7 secrets qui transforment votre vie sexuelle et amoureuse. Donc, on va se concentrer là-dessus, mais effectivement, et on a intitulé le webinaire S'épanouir pour guérir. Quand on a préparé ce temps ensemble, on s'est dit que c'était important de commencer par un avant-propos, on va dire une mise en garde, justement S'épanouir pour guérir, de quel type de guérison on parle, et être bien clair là-dessus auprès de tout le monde. Oui, je vous remercie d'introduire ce point-là. C'est vraiment très important. Moi, quand je parle de guérir, je me place dans une perspective qui est une perspective d'équilibre psychique. Donc, quand je parle de blessures, par exemple, je vais envisager des blessures très connues qui sont, par exemple, la blessure d'abandon ou
ou la blessure d'humiliation ou d'injustice, etc. Mais je ne suis pas du tout en train de dire que la sexualité en elle-même est un moyen de guérir une maladie physiologique. Mhm. La sexualité est parfois, au contraire, fait parfois partie des causes des maladies psychologiques. Je pense en particulier évidemment au VIH, mais bon, il y a d'autres, il y a aussi d'autres désordres, d'autres maladies qui sont liées à la sexualité. Et donc, je ne suis pas en train de dire que la sexualité permettrait de guérir ces maladies-là, qui sont, voilà, qui sont d'un autre ordre, d'une autre. Alors, j'espère que je ne suis pas en train de décevoir les personnes qui se sont connectées à ce webinaire ou qui le regardent en replay quand je dis ça. Mais les blessures dont je parle, les blessures dont je m'occupe, c'est vraiment les blessures psychiques dont on voit très bien, en particulier dans le couple que, qu'elles sont en général partagées par les partenaires. Et là, effectivement, la sexualité a un rôle à jouer dans l'apaisement de ces souffrances-là. Donc tout ce qui est effectivement souffrance intérieure, souffrance psychologique, des choses comme ça, et on est bien clair sur le fait qu'on ne parle pas de guérison de maladies qui, elles, ont besoin soit de traitement, soit d'un suivi médical. Mais c'est intéressant, et justement, bah, on va en parler, on va rentrer. Euh, Moi, je voulais commencer par un peu ce qui m'a paru être le propos central du livre et ce qui nous a intéressé et vous donner la parole aujourd'hui. Et ce constat que vous faites qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont on parle de la sexualité aujourd'hui. Euh, et pourtant qu'elle est au cœur. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? C'est quoi le problème avec la sexualité et en gros, pourquoi avoir écrit ce livre finalement? Alors, ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le discours mainstream sur la sexualité, donc celui on va rencontrer dans les journaux ou à la télé, dans les émissions télévisées ou la radio, qui va apparaître aussi de manière un peu permanente, mais pas forcément très claire, mais dans les publicités ou dans les clips vidéo. Ou, voilà, enfin, on est au cœur quand même d'une série d'informations qui parviennent jusqu'à nous et qui disent quelque chose. Et donc, il y a une forme de métadiscours quoi, sur la sexualité. Et ce discours ou ce métadiscours sur la sexualité, à mon sens, laisse entendre qu'il s'agirait d'une activité qu'on pourrait choisir d'avoir ou de ne pas avoir, enfin de pratiquer ou de ne pas pratiquer, et qui aurait pour principal objectif la satisfaction d'un besoin individuel. Un peu comme si je décide que ça serait bien que je me mette à faire du sport, bon, je vais me mettre à faire du footing le matin, ça fait du bien, et c'est une activité que je peux décider d'entamer, décider d'arrêter, décider de prolonger, voilà, enfin. Et je trouve que le discours sur la sexualité est de cet ordre-là. Or, pour moi, quand on dit ça ou quand on croit ça, on passe complètement à côté de ce qu'est réellement la sexualité. Et pour faire court, ce que je vais dire, c'est que premièrement, la sexualité est totalement au cœur de l'expérience humaine. On ne peut pas ignorer la sexualité dans sa vie. Donc on ne choisit pas de la pratiquer ou de pas enfin, on choisit peut-être de la pratiquer ou non, mais en tous les cas, on ne choisit pas la place qu'elle a à l'intérieur de nous. Elle a une place très importante, majeure, centrale, et on se définit en très grande partie en lien avec ce qu'on croit ou ce qu'on pratique ou ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas ou ce à quoi on a été contraint, etc. en matière de sexualité. Donc, ce n'est pas quelque chose d'accessoire qu'on se procure, c'est quelque chose de central qui nous habite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la sexualité, elle a le pouvoir de nous apporter de nous placer dans des états d'être qui sont des états euh, que, par exemple, comment s'appelait-il, que certains appellent
transcendant. Transcendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai perdu le sens du temps et de l'espace. Je suis dans un état que je ne maîtrise pas, dont je ne sais pas combien de temps il dure, dont je ne sais pas où il se trouve. Et cet état, il se manifeste dans mon corps. Cette manifestation corporelle, elle est difficile à décrire parce que d'abord, elle prend des formes différentes suivant les personnes, c'est la première chose. Et puis d'autre part, elle est à la fois localisée et diffuse. Donc c'est très compliqué de dire vraiment ce qui se passe. Et parvenir à ces états suppose d'être capable d'une ouverture intérieure, d'une détente préalable. Et Mhm. cette ouverture intérieure et cette détente préalable, le corps ne peut pas y parvenir s'il ne ressent pas une sécurité totale. Et pour ressentir une sécurité totale, il faut en fait être pratiquer cette sexualité, quand on parle d'une sexualité à deux, hein, avec une personne qu'on aime profondément. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma qui est très très différent de celui qui est présenté aujourd'hui. Où aujourd'hui, les discours, c'est plutôt dire, bon, bah, si j'ai envie de sexualité, bah, je vais me la procurer. Bon, il y a des applis pour ça, il y a plein de manières de faire, enfin voilà. Et puis, je vais passer un bon moment et c'est tout. Sauf qu'en fait, euh, il y a un impact dans la sexualité qu'on pratique à la fois sur soi et sur le partenaire, et que dans cet impact, il y a la question dont je parlais tout à l'heure de l'ouverture ou de la fermeture. Et quand je pratique une sexualité qui est occasionnelle, récréative et non engagée, ce qui est très agréable. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais je dis juste que ça ne permet pas d'aboutir à certains endroits. Et quand je pratique cette sexualité de cette façon-là, eh bien, en fait, mon corps n'est pas en ouverture. Il est sur ses gardes parce que je ne connais pas mon partenaire, je ne sais pas ce qui peut se passer. Je suis extrêmement vulnérable au moment de la sexualité. C'est probablement le moment de la vie où on est le plus vulnérable. Donc, il y a un risque de quelque chose. Je ne sais pas forcément quoi, mais peut-être par exemple de l'agression, hein. Et donc, le corps se met en tension, il est sur ses gardes et il est dans une forme de fermeture qui n'empêche pas que la sexualité se déroule, parce que les actes sont les mêmes, ils peuvent être posés, ils peuvent être réalisés, etc., bien sûr, mais ça empêche certains effets, qui sont les effets finalement les meilleurs de ce qu'on peut obtenir en matière de sexualité. Donc en fait, moi, il me semble que d'une certaine façon, en adhérant à ce discours qui nous encourage à vivre une sexualité désengagée, eh bien, on se détourne sans le vouloir et de manière inconsciente de ce qui est le plus intéressant que peut nous procurer la sexualité en termes d'épanouissement personnel, d'épanouissement du partenaire, d'épanouissement de la relation et d'approfondissement de tout ça. Voilà, en gros, c'est ça dont je parle dans mon livre. Alors j'en parle de manière différente, il y a les secrets, tout ça, bon voilà. Mais c'est vrai que c'est au cœur de mon sujet, oui. Ok, donc si je comprends bien, vous nous expliquez que en tant qu'être humain, on est tous concernés, tous et toutes concernés par la sexualité. C'est quelque chose qui est a priori accessible et qui concerne tout le monde. Et il y a cette idée-là. Moi, il y a cette question, donc avec un propos assez central autour du couple, de la relation, ce que vous venez de nous dire. Euh, Comment ça se fait que l'épanouissement, donc il y a cette forme d'épanouissement, puisque c'est le titre, ça passe par la sexualité, ça passerait pas par autre chose, ou alors c'est complémentaire, complémentaire, c'est-à-dire pourquoi je pourrais pas m'épanouir par, je sais pas, le sport, la méditation, le travail, pourquoi la sexualité en particulier? Parce que alors, je pense que dans ce que vous citez comme exemple, comme par exemple le travail, la méditation, le sport, probablement que à certaines doses, euh, en pratiquant d'une certaine façon, on pourrait sans doute aboutir à des effets similaires à ceux que peut apporter la sexualité. La sexualité, elle modifie notre chimie corporelle.
Et quand on est dans cet état d'ouverture dont je parlais tout à l'heure et qu'on est réellement en relation et en présence avec son partenaire et en toute sécurité, comme je le disais, le corps va réellement changer sa chimie. Il y a notamment une chose qui va se passer qui est très importante, qui est la production d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui nous fait nous sentir en amour et qui nous fait nous sentir attachés à la personne avec qui on se trouve. Et, euh, et cette répétition de ces états-là euh, finit par provoquer sur le plan corporel et donc organismique un relâchement qui permet d'entrer dans sa profondeur, de se découvrir soi-même, etc. Alors, c'est une bonne question de savoir est-ce que d'autres choses permettent de le faire? Oui, je pense que certains méditants qui méditent, par exemple, plusieurs heures chaque jour, parviennent à un état transcendant qui est similaire à celui dont je parlais tout à l'heure. Je crois que la différence, c'est que ce qui se passe pour eux se passe surtout sur un plan du cerveau, surtout sur un plan cérébral. C'est-à-dire que, alors peut-être qu'il y a des méditants qui nous écoutent et qui vont qui vont réagir, mais il me semble que la méditation euh, n'est pas une expérience si corporelle que ça, alors que la sexualité est une expérience réellement corporelle. Est-ce que le sport ou le travail permettent ça? Ben, le travail peut-être, hein, peut-être le travail manuel, oui. Un travail, je pense par exemple aux artistes, c'est-à-dire un sculpteur ou un peintre qui sont en relation avec leur œuvre, qui sont réellement impliqués corporellement dans ce qui se passe et qui passent par des états transcendants très importants, peuvent peut-être connaître la même chose, mais ils ne sont pas en relation avec quelqu'un d'autre. Donc il y a cet aspect-là aussi qui est quand même central. Dans la sexualité, on est en relation avec un partenaire et avec ce partenaire, on crée quelque chose ou quelque chose se crée qui nous dépasse et qui va avoir un effet sur nous. Donc, quand on arrive à des états de jouissance vraiment très importants ou à des états d'extase, euh, les effets peuvent se prolonger pendant plusieurs jours. Donc, on n'est pas en train de parler de courir un marathon. Pour un marathon, on est crevé à la fin, on se repose, et puis la vie reprend ses droits. Et On pendant peut ce pas temps, courir un marathon toutes les semaines, quoi, globalement. on ne peut pas courir un marathon toutes les semaines. Ouais. Donc, et puis, c'est une expérience solitaire quand même. Enfin, intérieure, pas solitaire parce qu'en général, il y a plein de gens autour de nous, mais on n'est pas dans une relation Pas avec soi-même. dense et profonde avec ces personnes-là. Mhm. Donc, voilà, il y a une différence. Et puis, la sexualité, elle est accessible à tout le monde. Elle est accessible, y compris si on n'a pas de travail, y compris si on n'est pas méditant, y compris si on n'est pas sportif. Et ça, c'est aussi quelque chose d'un peu magique, c'est que c'est une modalité qui nous est accessible à tous et à toutes euh, et qui peut transformer notre vie. Donc ça vaut la peine au moins d'essayer. Ok. Ça j'aimerais bien qu'on y revienne après. Il y a deux, trois petites choses, et c'est très en lien avec des choses qui m'ont un peu marqué à la lecture de votre livre, et c'est ce que vous rappelez là, c'est-à-dire cette idée que c'est une expérience corporelle, que bah, le corps, tout le monde en a un, et qui est du coup accessible assez facilement, et qui permet des choses qui peuvent être permises par ailleurs. Mais je voulais m'arrêter un petit peu, et j'ai vu rapidement une question passer un peu là-dessus dans le chat, donc ça me permet aussi de rebondir. On parle beaucoup de la sexualité en couple, la construction d'une relation, etc. Donc, je voulais faire un peu un détour par cette question, c'est-à-dire que, ok, ok le couple, mais qu'est-ce qu'on dit aux autres? Est-ce que globalement, ce que vous nous dites là, c'est accessible que aux personnes qui sont en couple et qui veulent construire une relation, par exemple, ou est-ce qu'on peut imaginer un épanouissement et un épanouissement sexuel, du coup, autrement? Ouais, c'est une bonne question et c'est une bonne question parce que c'est une question qui me dérange, donc elle est super. Je suis un peu là pour ça. Euh, Moi, je suis d'abord préliminaire prolégomène. Je suis thérapeute de couple hein, et ça a un impact sur ma réflexion. Donc, ma vision des choses, c'est que la relation de couple,
quand elle est engagée et donc raisonnablement longue, même si elle n'est pas forcément appelée à durer toute la vie, hein, mais engagée et raisonnablement longue, elle permet de vivre une forme d'initiation parce qu'elle permet à chacun des partenaires d'être sans cesse confronté à ses manques, ses énervements, ses agacements, etc. Et donc à apprendre à les dépasser, à apprendre à se les réapproprier, c'est-à-dire ça vient de moi et ça vient pas de mon partenaire, hein. Ok, ça m'énerve quand il ou elle fait ceci ou cela, mais celui qui est énervé, c'est moi. C'est pas, Et donc, en fait, ça vient de moi. Et donc, je peux à ce moment-là faire un travail sur moi qui va me permettre de dépasser mes conditionnements. Moi, je trouve que le couple est le lieu idéal pour ça. Et ce n'est pas les personnes qui vivent en couple depuis un certain temps et qui ont vécu plein d'agacements du fait de leur partenaire qui vont me contredire. Il y a vraiment, il y a vraiment cette dimension-là qui est une dimension de croissance personnelle. Donc, et cette croissance personnelle, elle se déroule également dans la sexualité parce que la sexualité aussi fait partie des moments qui peuvent être transformés en lutte de pouvoir. La lutte de pouvoir, c'est ce qui se passe tout le temps dans le couple, c'est chacun des deux qui essaye de convaincre l'autre que c'est lui qui a raison et que donc en fait la bonne manière c'est de faire comme lui, ou de penser comme lui, ou de dire comme lui, ou de s'habiller comme lui, ou de vivre comme lui, ou de croire comme lui, etc., etc. Et c'est l'essentiel des échanges en couple après 3-4 ans, hein. C'est ça qui se passe. Et c'est là qu'en fait résident les pépites de la relation de couple. Parce que c'est là que justement on va aller voir ces énervements dont je parlais tout à l'heure, la possibilité de grandir, etc., etc. Cela étant dit, bien entendu que la sexualité, elle n'est pas exclusivement relationnelle. Alors, il y a deux autres formes de sexualité, enfin, trois autres formes de sexualité possibles. Il y a une sexualité qui, par exemple, peut s'exprimer dans le cadre de groupes, hein. Donc, il y a la sexualité de groupe, sous plein de formes différentes de sexualité de groupe, mais qui n'est pas une sexualité investie dans le couple monogame dont moi je parle beaucoup dans S'épanouir, hein. C'est une autre forme de sexualité. Il y a sexualité qui peut se vivre avec soi-même, hein. Donc ça, c'est une autosexualité. Et puis, j'ai oublié la troisième forme en même temps que je vous parlais, donc elle me reviendra peut-être. Euh, dans tous les cas, la question, c'est est-ce qu'on entre dans une sexualité consciente, c'est-à-dire je m'appuie sur le moment que je suis en train de vivre pour réellement entrer complètement en moi-même et vivre quelque chose de l'ordre de la transcendance dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est là que se crée la transformation et que c'est là que je vais vivre quelque chose d'un peu alchimique d'une certaine manière qui va changer des choses à l'intérieur de moi. Ça, c'est possible seul. C'est possible en autosexualité. On peut, je ne sais plus si c'est dans ce livre-là ou dans un autre, je crois que c'est dans La lettre à mon fils, que je raconte qu'on peut très bien se masturber pendant 2 heures. On n'est pas obligé de se masturber 5 minutes, trois quarts avant de faire autre chose. On peut vivre la masturbation vraiment dans la profondeur, en étant en lien avec soi-même, en maximisant les effets sur le corps et en terminant en étant complètement embarqué, par exemple, dans des tremblements de tout le corps, sans fin, etc. Et quand on est un homme, on n'a même pas besoin d'éjaculer pour ça. Et on peut, comme je vous le disais, ça peut durer 1h30, 2 heures, 3 heures, enfin, c'est possible de faire ça. Euh, c'est une démarche qui est évidemment très différente de celle qu'on connaît le plus, qui est en général un désir de soulagement rapide et où là, bah, on n'est de toutes les manières pas dans la sexualité s'épanouissante dont je parle. Ouais. Et en même temps, dans mon esprit, les deux coexistent dans une vie. C'est-à-dire que, bien entendu, que même quand on, quand on s'appuie sur la sexualité pour parvenir à un épanouissement de tout l'être, bien sûr qu'à côté de ça, il y a aussi des moments où la sexualité est moins investie
et où elle va être plus de l'ordre de quelque chose de pratico-pratique et servir à une forme de décharge parce que ça fait du bien par où ça passe et que ça permet de se dégager l'esprit de trucs qui nous encombrent. Enfin, je veux dire, c'est possible aussi. C'est pas interdit, quoi. Vous voyez, je suis pas en train de dire qu'il n'y aurait qu'une seule voie, qu'il faudrait absolument la suivre et que hors de ça, va des rétros, quoi. Pas du tout. Hein. C'est pas mon propos. Hein. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a une forme de découverte peut-être pour les personnes qui nous écoutent de se dire, voilà, et puis vous prenez l'exemple d'un père qui parle à son fils et qui lui explique comment la masturbation peut être une source de plaisir intense et prolongée, c'est quand même en décalage avec le discours constant. Moi, j'ai vu justement dans votre livre à plusieurs endroits, vous êtes assez critique avec la sexualité performative, rapide, la consommation, et vous allez même, et ça me permet aussi de faire un peu un lien avec le titre de webinaire sur cette question de blessure, c'est-à-dire que vous allez même jusqu'à dire que cette sexualité-là, sans relation, pas construite, euh, vous prenez les exemples des applications type Tinder, etc., de consommation, elle crée de la solitude. C'est-à-dire qu'elle va même à l'inverse de ce que vous nous dites depuis tout à l'heure. Et moi, ma question, c'était, est-ce que c'est ça, cette blessure un peu profonde de la société moderne, cette espèce de solitude qu'on chercherait à guérir? Est-ce qu'on peut faire ce lien-là ou est-ce que c'est pas votre propos? Oui, Voilà. on peut, c'est une bonne idée. Je pense que alors, ça dépasse mon propos parce que je ne suis pas sociologue, mais il me semble qu'il n'y a pas besoin d'être un sociologue très avancé pour observer que dans notre société aujourd'hui, tout ce qui nous est proposé nous isole. Que ce soit l'usage exagéré, enfin en tous les cas quasi permanent du téléphone portable, par exemple, hein, euh, ou les autres écrans avec lesquels nous partageons notre vie ou le fait que, regardez, là, on est en webinaire avec Zoom, ça a un côté magique et formidable, et moi que je pratique aussi beaucoup, hein, comme je vous disais avant l'entretien, et c'est formidable. Mais il manque quelque chose à cette relation-là. Le fait de ne pas être en présence physique dans un même endroit. La semaine dernière, j'étais avec mon épouse dans un symposium qui s'appelle les Rencontres universelles, qui se tient en Bretagne et qui réunit 600 personnes tous les ans, où on a parlé bien sûr de s'épanouir pour guérir, non, hein, mais où d'autres parlaient d'autres sujets tout aussi passionnants, voire plus. Ben, c'est très différent d'être en présence des personnes et d'être vraiment dans la rencontre, d'être arrêté à un moment où on se déplace par quelqu'un qui vient vous voir et qui dit j'ai aimé ça ou au contraire j'ai détesté ça ou est-ce que vous pouvez m'expliquer tel truc? C'est complètement autre chose. Et je pense vraiment que la société actuelle, alors c'est pas le lieu de dire si c'est choisi, pas choisi, décidé ou pas, etc. Mais elle nous isole. Et cet isolement, il nous est préjudiciable. Il tue un certain nombre de choses en nous. Et en particulier, il va contre l'émotion partagée. Or, l'émotion partagée, elle amène à vivre ensemble une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, elle nous rapproche. Elle fait de nous des êtres humains complets. Parce que l'être humain complet, c'est celui ou celle qui va, à un moment donné, être touché au cœur par la situation d'un inconnu ou d'une inconnue et lui tendre la main, l'aider, faire quelque chose pour lui ou pour elle, sans que ce soit calculé, sans que ce soit... Ça c'est de l'humanité ou qui va aller soigner, je ne sais pas, un petit être. Voilà. Ça, c'est l'humanité. Mais cette humanité-là, pour qu'elle existe, il faut qu'on ait accès à nos émotions et qu'on ait accès à nos émotions partagées. Et pour qu'elles soient partagées, il faut qu'on soit en présence. Donc, et qu'on ne soit pas dans un échange euh, utilitaire. L'échange utilitaire, si je reviens à la sexualité, c'est oui, dans la sexualité rapide de consommation qu'on nous propose, comme par exemple Tinder, effectivement, eh ben, l'échange utilitaire, c'est j'ai besoin de tirer un coup, viens m'aider pour ça. Et ah oui, tiens, bah, moi aussi, j'aimerais bien tirer un coup. Et pif pof, on plie l'affaire et c'est réglé. Et, et ça fait du bien par où ça passe, encore une fois. Je dis pas le contraire. C'est Je pas dis juste proposé, ok, ouais.
je dis juste qu'il y a un degré d'expérience auquel on n'a pas accès et dont on se coupe et qui effectivement renforce notre solitude. Il y a un film qui est magnifique. Est-ce que je vais m'en souvenir? Il est cité dans le livre, mais j'en cite beaucoup dans le bouquin. Donc, il y a un film qui est magnifique et qui raconte comment des jeunes gens se rencontrent par le biais d'une application et comment ils ont beaucoup de mal à établir une relation profonde et vraie. Mais petit à petit, ils y arrivent quand même, hein. Bon, je spoil un peu, mais enfin, à la fin, ça se termine bien. Et ils sont confrontés à ça. Et dans le premier dialogue qu'ils ont dans un bar à New York, je crois, ou à Los Angeles, je ne sais plus, l'homme et la femme discutent et ils parlent des applications. Et la femme dit à l'homme, bah, et toi, comment ça se passe pour toi? Et il lui dit, ben moi, j'ai quand même un peu souvent l'impression d'être un gars de Miché à pattes. Et oui, on est réduit à l'aspect utilitaire, à l'aspect objet. Et ça, alors, ça lance un autre débat, mais cet aspect utilitaire, cette objectisation qu'on vit, euh, qu'on le veuille ou non, hein, parfois avec notre participation, parfois sans, cette objectisation, euh, elle crée en nous une forme de blessure qui est tout à fait similaire à ce qui se passe quand on est abusé. C'est-à-dire on a une forme de stress post-traumatique mineur, hein, si ça existe, hein, le stress post-traumatique mineur. Sauf que comme c'est répété, je suis objectisé une fois, je suis objectisé deux fois, je suis objectisé deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, cent fois, mille fois. Je finis par vraiment vivre un vrai stress post-traumatique. Sauf que j'ai pas été traumatisé malgré moi, parce que personne n'a abusé de moi de manière dont j'aurais été victime. Et c'est ça qui se passe. Et ça je trouve que c'est catastrophique, quoi. C'est pour ça que pour moi, c'est si important, ce sujet-là. Alors j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable. Juste j'ai vu passer une question sur et on aimerait bien avoir le sujet du Le titre film. du film, je vais le J'ai- retrouver. Si ça revient, on va le citer. Je lance un appel à mon épouse qui fait partie des intervenants. Sabrina, est-ce que tu te rappelles du titre du Elle film? l'aura peut-être en tête. Ok. Bon, bah, elle va nous le mettre dans le chat si elle s'en souvient. J'ai regardé très rapidement, j'ai trouvé la référence inverse. Je sais que vous parlez du film, je vous trouve très beau, mais où là, euh, Quel film? c'est plutôt l'inverse c'est un film avec Michel Blanc ou qui passe par une agence patrimoniale, etc. Donc, Non, non, c'est autre chose. et Oui, oui, je pense que c'est pas celui-là. Mais on va y revenir. Moi, c'est Newness. Newness. Younes, Newness. Alors, je vais le. l'écrire. Voilà. Newness. Le film s'appelle Newness parce que. Newness. Voilà. C'est un film Euh, magnifique. ok. Bon, bah, merci pour la référence. Oui. Alors, je me disais, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, et puis, euh, moi, en tout cas, ça me titille un peu. J'ai envie d'être l'avocat du diable parce que, ok, on parle de ce monde qui va vite, avec cette possibilité aussi de guérir un certain nombre de blessures ou de petites blessures. C'est ce dont vous parliez juste avant, là, le fait d'être objectifié par les autres, etc. Mais voilà, si je me fais l'avocat du diable, ok, c'est bien beau tout ça, mais c'est quand même pas très adapté à notre rythme de vie moderne. On passe par les écrans, tout va très vite, on n'a jamais le temps de rien. Comment on fait? Enfin, ça convient pas. On peut pas faire ça. Si On on peut pas peut, construire une relation, prendre le temps, s'épanouir. Ça semble très inaccessible avec notre vie moderne. mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous là-dessus. D'abord, la question que vous posez, elle est bâtie sur le présupposé que nous aurions à nous adapter à la société et pas la société à nous. Et ça, c'est un vrai débat. Parce que si la société fait de nous... alors moi, j'ai été très marqué quand j'étais enfant par Pink Floyd The Wall. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je Chanson veux et le parler. film qui va avec. Du coup, Voilà, par le film. Moi, j'ai été le marqué film. par, Ok.
par le film Pink Floyd, The Wall. Et dans Pink Floyd The Wall, dans le film, donc, on voit bien comment la société nous a servi. Voilà, je veux dire ça simplement, elle nous a servi. Oui, c'est une critique Et, et- assez et directe de et l'asservissement. un certain degré d'asservissement est nécessaire et normal pour pouvoir vivre en commun, parce qu'on a, et on cherche à vivre en commun. On a Donc, des il est codes normal de sociaux, faire comme une ça. certaine forme de compromis. Mais Mhm. il est anormal de devenir des objets et de nier sa qualité humaine pour rester en société. Par conséquent, il y a forcément, qu'on le veuille ou non, une lutte entre l'individu et la société. La manière dont la société aujourd'hui résout cette question, c'est justement de nous renvoyer à notre individualité, c'est-à-dire de couper les relations. Et Mhm. effectivement, si vous n'êtes en relation avec personne, eh bien, vous ne risquez pas d'aller manifester dans la rue demain. C'est vrai. Et ni de prendre les armes ou de vous révolter, etc. Parce que tout ça, ce sont des mouvements collectifs. Donc, donc en fait, la meilleure manière de contribuer à cet asservissement dont je parlais, c'est justement d'encourager les personnes à ne faire valoir que des besoins individuels. Mais nous ne sommes pas des êtres individuels, c'est pas vrai, nous sommes des êtres de relation. Et nous sommes des êtres de relation en permanence. Quand, à la naissance, on est pris dans les bras. À la mort, contrairement à ce qu'on dit toujours, on dit toujours qu'on meurt seul, mais c'est absolument faux. La plupart du temps, on meurt entouré. Et alors après, c'est pareil, c'est des histoires de croyances, mais enfin, les récits des gens qui ont vécu des EMI, c'est qu'on est accueilli également Oui, de des l'autre côté. expériences de mort Oui. imminente. Ok. Alors moi, j'ai des expériences de mort imminente, absolument. Moi, j'ai pas vécu ça. Je ne peux pas m'appuyer sur un récit très précis là-dessus. Mais en tous les cas, cette expérience de la solitude, elle est fausse parce que ce soir, vous allez rentrer chez vous, vous prendrez le bus ou le métro, ou bien même si vous prenez votre voiture, à un moment donné, vous allez acheter votre baguette de pain ou vous allez discuter avec le commerçant, vous allez rencontrer quelqu'un dans le hall de votre immeuble, vous allez échanger quelques mots. Tout ça, ce sont des micro-relations, mais ce sont des relations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lorsqu'on est privé de ces relations-là, on devient fou, littéralement. On en a besoin. Donc, notre identité, c'est d'être en relation. Et notre identité humaine, elle n'est pas d'aller aussi vite que ce qu'on vous propose. On vous impose une rapidité parce que la rapidité vous empêche de réfléchir. Mais si le soir, vous rentrez chez vous et qu'au lieu d'allumer soit la télé, soit Netflix, soit de regarder votre téléphone portable ou je ne sais pas quoi, vous vous posez, vous respirez et puis vous réfléchissez à ce que vous voulez, là, vous êtes en train de prendre du temps. Vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de temps pour prendre du temps. Et Ok. tout à coup, vous êtes libre. Tout à coup, vous êtes dans un autre espace. Et si vous partagez ça avec votre compagnon ou votre compagne, eh bien, vous êtes déjà en train de faire l'amour, en fait. Vous êtes Ok. déjà dans le simple fait de prendre du temps pour être soit seul quand on est seul, soit à deux quand on est deux, euh, et de partager ce temps et d'être dans le regard de l'autre, dans l'écoute de l'autre, c'est-à-dire d'être hors de soi-même pour être à disposition de l'autre qui en fait autant pour nous, et donc d'être également reçu dans son regard, reçu dans son écoute. Euh, et là, déjà, on est dans un espace qui est un espace de liberté complète. Et cet espace, il peut se prolonger par de la nudité, des caresses et tout ce qu'on veut. Et là, on est en train de faire l'amour vraiment, et, non, et pas d'avoir du sexe. Vous savez, les Américains, ils disent to have sex, mais ils disent aussi to make love. Hein. Oui, ils font un peu la distinction Et oui, on a bien les deux de choses, quoi. termes. Ok, donc on commence, enfin moi je commence à comprendre, voir un peu ce qui se joue. Donc cette idée qu'on est dans une construction, j'ai un peu l'image du Lego, c'est-à-dire une pièce par une pièce, reconnaître qu'on peut avoir des blessures, reconnaître que bah, il y a un rapport au corps qui est très accessible, que la sexualité peut nous aider là-dedans, qu'il y a différentes formes de sexualité. On a dit seul, en couple, etc. Et que on peut rajouter globalement des briques les unes après les autres où on peut rajouter bah, la relation, enfin prendre le temps, la relation,
la relation de couple, etc., etc. Et ça me fait penser d'ailleurs cette histoire de relation de couple, et c'est peut-être le moment de faire peut-être un deuxième disclaimer. Alors, je vais poser ma question et faire le disclaimer en même temps, et bien sûr vous donner la parole là-dessus. Ça me fait penser quand on a préparé ce temps-là, vous m'avez parlé un peu de sexualité masculine, sexualité féminine et les enjeux autour de ça. Juste avant, je voulais revenir, et ça, vous le faites dès l'introduction de votre livre, vous faites un disclaimer sur un discours qui pourrait être vu comme hétéronormatif, c'est-à-dire, voilà, là, vous parlez du couple hétérosexuel, un homme, une femme, donc quelque chose euh, très dans les normes, on va dire, et vous faites un peu ce disclaimer en espérant ne pas exclure les personnes qui se reconnaîtront pas dans cette forme de sexualité, et notamment bah, les personnes homosexuelles, par exemple, ou les personnes qui se définissent autrement. Donc voilà, je voulais vous donner la parole et rappeler que vous prenez vos exemples bah, de votre expérience, des personnes que vous rencontrez qui sont très hétérosexuelles, couple homme-femme, mais que vous ouvrez aussi le parole aux autres. Et puis après, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu de ce côté de... là, vous parliez de lenteur. Vous m'avez dit, bah, on voit souvent la sexualité féminine comme une sexualité lente et douce, la sexualité masculine comme une sexualité un peu performative, et qu'on revienne un peu là-dessus et sur ce que ça veut vraiment dire. Voilà, ça Ouais, fait un gros morceau, mais voilà, je trouvais on important peut de faire tout passer ça, par là. mais c'est beaucoup. D'abord, je dis il, elle, l'homme, la femme, etc. Parce que d'une part, euh, bah, la majorité des gens aujourd'hui reste une majorité hétérosexuelle, et moi, je suis personnellement hétérosexuel, et les couples que je reçois sont souvent hétérosexuels, mais pas toujours. Je reçois aussi des couples homosexuels quand ils viennent me consulter, ou des patients homosexuels quand ils viennent me consulter. Et ce que je constate, c'est que il n'y a pas que la question de l'identité sexuelle n'est pas une question qui joue sur les dynamiques relationnelles. C'est-à-dire que dans les dynamiques relationnelles, il y a quelqu'un qui est porteur de l'énergie qu'on peut appeler yin, donc plutôt féminine, et quelqu'un qui est porteur d'une énergie plutôt yang, ou plutôt masculine. Et ça peut changer suivant les moments. C'est pas figé. Voilà. Alors, moi, dans mon couple, bah, je suis l'homme et mon épouse est la femme, mais il y a des moments où j'exprime plus mon féminin, où elle exprime plus son masculin. Donc, fondamentalement, être hétérosexuel ou homosexuel, ça ne change pas grand-chose à ce dont je parle. Hein. Je dis pas que je dis pas que c'est neutre, c'est pas neutre. Il y a une façon d'envisager le monde différente pour les homosexuels que pour les hétérosexuels. Donc, il y a aucun, enfin, il y a pas de, et c'est parfaitement légitime. Enfin, il y a pas de souci avec tout ça. Mais c'est juste en termes de dynamique relationnelle, en fait, ça change pas grand-chose. Et je le vois bien avec mon épouse, on fait des journées pour un couple. On reçoit un couple toute une journée, par exemple, Mhm. euh, pour dépasser une problématique donnée. Et ça nous est arrivé à plusieurs reprises de recevoir un couple homosexuel. Et on a très bien vu qu'il se passait entre eux la même chose que la semaine d'avant ou la semaine d'après avec un couple hétérosexuel. Voilà. Ça, c'est un premier point. Pour les personnes qui se définissent ni comme homme ni comme femme, ou pour les personnes qui ont changé de genre, euh, la question est peut-être différente, mais là, je dois reconnaître que je ne la connais pas très bien, cette question-là. Mhm. Parce que j'ai été au contact avec des personnes transgenres, mais à une époque où on en parlait moins, puisqu'à l'époque, moi, j'avais 25 ans. Donc, comme vous le voyez, je ne les ai plus du tout, ces 25 ans-là. Euh, donc, euh, Je ne donc, donc, suppose pas votre âge. donc, Mais a c'est priori, vu que vous donc, avez un euh, fils qui a plus de 20 ans, effectivement. c'est quelque chose qui est, oui, c'est beaucoup plus de 20 ans, oui. Donc, c'est quelque chose sur quoi j'aurais peut-être besoin de me mettre à jour. Donc, je peux pas, je veux pas dire quoi que ce soit parce que je vais peut-être dire des bêtises. Euh, voilà, donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, sur le masculin et le féminin, dans l'expression de la sexualité et en lien avec la lenteur ou la vitesse, alors,
peut-être que je vais choquer, c'est possible, mais enfin, la société, elle est aujourd'hui, la société occidentale dans laquelle on vit, elle est incroyablement plus patriarcale qu'on ne le croit, mais elle n'est pas patriarcale là où on le croit. C'est-à-dire que pendant qu'on se bat sur savoir s'il faut dire il ou elle, tous et toutes, etc., on laisse passer des trucs énormes qui sont pourtant bien présents. Et effectivement, la représentation de la sexualité, c'est une représentation qui porte les valeurs du masculin, et pas les belles valeurs du masculin. Hein. Les valeurs justement de la rapidité, de l'efficacité, de la force, de la puissance, etc. Ouvrez Pornhub, regardez n'importe laquelle des vidéos, et ce que vous allez voir, Donc un c'est site un homme pornographique. qui attrape une femme et qui rentre dedans parce que ça lui fait du bien à lui, quoi. Enfin, même si la femme fait pousse des tas de petits cris, il n'empêche que fondamentalement, ce qu'on voit, c'est une représentation de la sexualité qui est une représentation masculine et qui est associée à la vitesse. La vitesse, c'est un truc de mec. Et je vous dis ça, et j'adore rouler vite avec ma voiture. Mais je veux dire, on est tout le temps dans la vitesse, dans la performance, dans la réalisation d'objectifs, dans tout ça. Tout ça, c'est du masculin. Et c'est pas la meilleure part du masculin, parce que le masculin peut aussi s'exprimer de manière très différente. Dans le masculin, il y a des valeurs magnifiques. Il y a des valeurs de s'ériger, d'être droit, d'avoir un objectif, d'aller en direction de cet objectif, de construire, de protéger. Tout ça, c'est magnifique et tout ça, c'est du masculin aussi. Mais le masculin qu'on nous propose dans la société qui est intégré partout, c'est un masculin qu'on pourrait dire dévoyé ou vu par le petit bout de la lorgnette. Et je ne parle même pas des scandales du genre affaire Pélico et tout ça. Je parle de la société au quotidien, dans ce qu'on voit dans les... Regardez les clips musicaux. Les clips vidéo, c'est super intéressant à décoder. Et vraiment, vraiment, les valeurs qui s'affichent sont celles du masculin. Alors, quand je dis le masculin, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont porteurs de ces valeurs-là, ni que ces valeurs sont inaccessibles aux femmes. C'est pas ça. C'est le yang, voilà, dont je parlais tout à l'heure. Et la lenteur, elle est associée à l'accueil, elle est associée à la douceur, à l'écoute, à la réception, à la concavité. Vous avez deux manières d'être dans le monde. Vous pouvez être concave, c'est-à-dire recevoir, ou être convexe, c'est-à-dire être en avant. Eh bien, être en avant, c'est du masculin, être concave, c'est du féminin. Dans le concave, il y a l'écoute, il y a la douceur, il y a l'accueil, etc. Et il y a la lenteur. Et la sexualité qui permet un épanouissement global de tout l'être, à la fois psychique, corporel, voire spirituel, c'est une sexualité concave, c'est une sexualité lente. Et par conséquent, elle est difficile d'accès pour les hommes parce que les hommes sont habitués à aller vite. Mais en allant vite, qu'est-ce qu'ils Ils font? sont Ils ne pas sont éduqués à ça, c'est ça que vous voulez dire. pas éduqués à ça. Ils sont éduqués au contraire, ils sont éduqués à aller vite. Mais en allant vite, ils se coupent de leurs sensations. Or, la sexualité dont je parle, c'est une sexualité de sensations. Et les sensations supposent la lenteur. Donc, quelque part, c'est une sexualité qu'on peut qualifier de féminine ou en tous les cas de yin. Voilà. D'autres vont dire sexualité sacrée. C'est la même chose dont on parle. D'autres vont parler de slow sex. C'est la même chose. C'est tout ce qui va dans je reste en relation avec mon partenaire et je m'appuie sur mes sensations pour voir ce qui se passe en profondeur à l'intérieur de moi. Ok. Voilà. Une forme d'éloge de la lenteur, prendre le Oui, temps, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça prend pas tant de temps que ça prend du temps. oui, Si oui. possible, prendre du temps à construire quelque chose, une relation. Moi, je reprends deux petites secondes ma casquette d'éducateur, mais je trouve ça hyper intéressant de se dire, voilà, on peut parler à des hommes et à des femmes, et notamment à des hommes et peut-être même à des jeunes hommes, en leur disant, voilà, tout le monde a une part de masculin-féminin, ces différentes nuances en fait qu'on met, la sexualité c'est complexe, on est des êtres complexes, du coup on peut avoir une part de douceur, une part de rapide, et on peut explorer les différentes choses. Et je pense que c'est ça hein, un peu Oui. le point important que vous nous apportez, c'est de se dire, la société nous propose quelque chose, explorons autre chose, et c'est pas forcément en contradiction, c'est plutôt complémentaire. On est d'accord Oui, c'est ça. avec C'est ça. partir. Comment? Euh, je vais parler du quickie.
Donc un rapport sexuel rapide. Voilà, le quickie, c'est le rapport sexuel rapide. En général, ça dure allez, 2 minutes 30. C'est pas mal, parfois 5 minutes. Bon, le quickie, on me posait un jour la question, est-ce que le quickie est une solution quand il n'y a plus de sexualité dans une relation pour faire repartir la relation? Et je disais non, parce que dans le quickie, chacun utilise l'autre avec son Mhm. consentement, mais chacun utilise, enfin, il faut l'espérer, mais en tous les cas, on est quand même dans de l'utilisation et on est dans quelque chose qui ressemble un peu à la masturbation rapide de décharge. D'accord? Mais quand on pratique la sexualité lente, et que on a complètement appris à remplir toutes ces cellules d'une jouissance ou d'extase ou de transcendance dont je parlais tout à l'heure, etc., etc. Eh ben, c'est très agréable de faire un petit cookie de temps en temps parce qu'il n'a plus la même valeur. C'est plus la même chose parce Mhm. que les besoins fondamentaux de l'être sont remplis et par conséquent, on peut jouer aussi à autre chose, à aller vite de temps en temps. Et dans ces cas-là, ce qu'on a fait, c'est on a agrandi, élargi sa palette. On a mis de la diversité. Voilà, on a mis de la diversité, donc on est plus libre, parce qu'on a plus le choix. Alors que quand on fait du quickie, du quickie, du quickie, parce qu'on a appris comme ça, eh ben en fait, on est conditionné, on n'est pas libre. On peut se croire libre parce qu'on change de partenaire, mais là, la réalité, c'est qu'on n'est pas libre. On fait toujours la même chose, comme si on était un gentil robot. Et, et, et donc, il nous manque quelque chose. Voilà. Ok. Alors je vois le temps qui passe. On rentre dans Oui, oui, le temps dernière passe. partie, la dernière partie du webinaire. Comme je disais en introduction, on a reçu quelques questions assez précises. Je voulais qu'on se garde un petit peu de temps pour répondre, ou en tout cas tenter de répondre à ces questions. Je vous propose de vous les livrer comme ça, et puis voir si justement on peut y répondre ou pas, Ouais. et expliquer pourquoi si on ne peut pas. Alors, on a reçu une première question qui demandait comment peut-on s'épanouir, donc s'épanouir sexuellement ou via la sexualité, comme vous l'expliquiez. Comment peut-on s'épanouir lorsqu'une blessure qui date de l'enfance empêche de se relâcher complètement? Et alors moi, quand j'ai vu cette question, j'ai présupposé qu'une blessure de l'enfance, on parlait peut-être d'agression sexuelle, de choses comme ça, ou de violences sexuelles subies. Je ne sais pas si c'est forcément ça, mais voilà, comment vous comprenez cette question et qu'est-ce que vous pouvez y répondre? Bon, d'abord, blessure de l'enfance, c'est quand même plus vaste, Oui, heureusement, peut-être que plus la vaste. violence sexuelle. Par contre, effectivement, une blessure qui empêche de se relâcher complètement, ça fait penser, je suis d'accord avec vous, aux violences sexuelles. Alors, les violences sexuelles, il faudrait me réinviter pour en parler. Les violences sexuelles, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Euh, et, euh, et ce qui se passe, ce qui se passe malheureusement, c'est que lorsqu'une personne a été victime de violences sexuelles, et ça je le sais parce que moi, ça fait partie de mon histoire à moi, elle est en général, il lui arrive plusieurs choses. Une chose qui lui arrive, c'est qu'elle va sexualiser tout, c'est-à-dire qu'elle va avoir en permanence comme un écran devant les yeux où toute forme de relation va être potentiellement sexuelle pour elle. Je dis bonjour à la marchande, elle me fait un sourire et je me dis, ah tiens, peut-être qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est qu'on aille dans l'arrière-cour faire un quickie, justement. Or, en fait, non, la marchande, elle me fait un sourire parce qu'elle a appris ce bam, le sourire, bonjour, au revoir, merci, voilà. Donc, elle fait son sourire, ou bien peut-être elle est juste contente. Mais en tous les cas, il y a pas d'arrière-pensée, etc. Donc, ça, c'est d'abord cet aspect-là, cette sexualisation permanente, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et j'en parle parce que elle vient perturber le cours normal de la relation, y compris de la relation de couple. Parce que dans le couple non plus, tout n'est pas sexuel. Pas tout le Oui, temps. plein de choses qui ne le sont pas d'ailleurs. Voilà, il y a plein de choses qui ne le sont pas. Donc il y a ce côté-là. Est-ce que ça empêche de se relâcher? Oui, ça empêche de se relâcher si je pense en permanence ou si je suis dans une ultra-vigilance, ou si je suis en permanence en train d'interpréter les regards, les sourires, les attitudes, le visage, etc., ou toutes les attitudes corporelles des personnes avec qui je me trouve en relation à un moment, si je suis en permanence en train de les interpréter, ben effectivement, je ne suis pas en train de me relâcher.
Donc la solution, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on D'abord, peut faire c'est alors dans ce cas-là, effectivement? comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que vous alliez dire, Qu'est-ce je qu'on peut pense. faire? D'abord, il y a vraiment un travail à faire en thérapie et c'est un travail long. Il ne faut pas rêver. Et c'est mieux de faire en thérapie corporelle avec des gens qui sont réellement des spécialistes de l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Et j'en profite pour dire à toutes les personnes qui nous écoutent, faites attention à ça. Parce que tous les thérapeutes reçoivent des victimes de violences sexuelles parce qu'elles sont malheureusement très nombreuses et que donc elles vont voir les thérapeutes. Euh, Sexothérapeute ou pas? C'est ça, hein, ouais, ça peut pas être- forcément sexothérapeute. D'accord. Et le problème, c'est qu'il y a finalement assez peu de thérapeutes qui ont été spécifiquement formés à l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Donc, si vous avez besoin d'aller voir un thérapeute parce que dans votre histoire, vous savez qu'il y a des violences sexuelles, parce qu'il peut y en avoir sans qu'on le sache aussi, faites bien attention à vous adresser à quelqu'un qui a réellement, spécifiquement été formé pour ça. Renseignez-vous. C'est très important parce qu'il y a des tas de thérapeutes qui font des conneries. Vraiment. Ils disent des choses qui ne sont pas entendables par les victimes de violences sexuelles, qui vont trop vite, trop fort, etc. Donc, Peut-être ça, c'est un... s'adresser à certaines associations qui ont connaissance des Les réseaux associations, ou pourquoi des... pas? Oui, Voilà. oui, pourquoi pas. Mais en tous les cas, il ne faut pas aller chez le premier venu, quoi. Voilà, ça c'est une première chose. Donc, Prendre la le temps de thérapie me choisir son semble thérapeute. obligatoire. Et dans la relation, eh ben, dans la relation, il faut infiniment de douceur et de lenteur. Donc, ça va tout à fait dans le sens de ce que je dis pour s'épanouir. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est victime de violences sexuelles, on a encore plus besoin de trouver un lieu sécure totalement sécure et dans lequel il va y avoir beaucoup de tendresse et beaucoup de douceur et beaucoup d'écoute et beaucoup de lenteur. Voilà. Est-ce qu'un jour on parviendra à se relâcher totalement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la seule manière de se relâcher, c'est d'être en sécurité. Mhm. Voilà. Ça, c'est ma réponse à cette question-là. Donc on peut, non, finalement, c'est plutôt une réponse positive. On peut Oui. s'épanouir même avec une blessure. Ça nécessite à la fois un cheminement et un travail personnel et aussi la construction d'une relation, prendre le temps, des choses comme Voilà. ça. Ok. Du coup, je Tout à me fait. permets de passer parce que elle est assez proche tout en étant un peu différente. On a une autre question qui est assez proche et qui fait un peu écho aussi à des choses que j'ai vues passer dans le chat. La question, c'est, est-on obligé d'être en couple pour utiliser la sexualité pour guérir des blessures? Donc, je pourrais le traduire pour s'épanouir finalement. Est-ce qu'on est obligé d'être en couple pour guérir les blessures? Et c'est quoi les blessures envisageables? De quel type de blessures? Je pense qu'on y a un peu répondu, mais peut-être il y a quelque chose à préciser. Ouais, je pense qu'on l'a dit, les blessures dont je parle, ce sont les blessures d'ordre psychique. Il y a un livre qui est très connu, qui est à mon sens un petit peu simpliste, mais qui fait quand même bien le point sur la question. Il s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et elle parle des blessures principales qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, euh, l'humiliation et l'injustice. Voilà, je crois que j'en ai oublié D'accord. aucune. Et effectivement, c'est de ces blessures-là dont je parle. Est-ce qu'on est obligé d'être en couple? Ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il est possible, quand on n'est pas en couple, de pratiquer une sexualité consciente, mais moi, il me semble malgré tout que ce qui contribue à ce que j'appelle la guérison, c'est quand même la relation. Et la relation au sens relation continue, engagée et qu'on désire longue, quoi. Après, il se passe ce qui se passe dans la vie, mais où on s'engage avec l'espoir de faire durer cette relation. Donc, moi, je pense que c'est quand même là que c'est idéal. Après, après, je pense aussi que si on débute un cheminement de sexualité consciente seul, probablement que ça va nous permettre de nous mettre en relation, en contact avec d'autres personnes qui sont aussi sur ce cheminement-là et peut-être de bâtir une belle relation dans un second temps, hein. Ça me semble tout à fait jouable. Il y a, je vois quelqu'un qui réagit dans le chat. Je vous partage la réaction euh, parce que je trouve qu'elle est intéressante et notamment cette idée qu'on on peut avoir un ou une partenaire sans forcément
être en couple, ou en tout cas, je pense qu'on l'a un peu exploré, mais aussi on a bien fait la différence tout à l'heure entre vraiment la sexualité où on utilise les autres, la sexualité pour la performance, la jouissance individuelle, des choses comme ça, et puis plutôt les relations qui, elles, sont multiples. D'ailleurs, c'est pas le sujet là, mais on pourrait parler de relations fraternelles, amicales, etc. Il y a plein de types de relations, et aussi Mm. cette idée que parfois on se définit pas comme un couple, mais qu'on peut être en relation avec quelqu'un, avoir une sexualité avec cette personne, qui passe pas forcément par une sexualité performative, etc. Je pense qu'on est d'accord, mais je pense Oui, que ça oui, vaut le coup oui, c'est de le ça, il y a préciser. différentes formes. Oui, oui. Voilà, quand on parle de couple, c'est une norme, c'est une facilité de langage, mais voilà, on peut avoir une définition un peu large finalement de ça. Mais absolument. Ce que moi j'appelle le couple, c'est une relation euh, engagée et qu'on souhaite de longue durée. Voilà. Ok, Mais d'accord. après, c'est cohabitant, pas cohabitant. Il y a des relations comme ça sans sexualité aussi, on n'en a pas parlé, mais enfin, bon, il y en a aussi. Enfin voilà, il y a il y a plein de modalités différentes. L'esprit humain est très ingénieux et c'est super de voir toute cette créativité. Enfin, tout est OK, quoi. En tout cas, c'est intéressant. Voilà, on se le dit, on remet pas aujourd'hui des normes sur des normes. Justement, on est en train de dire les normes peuvent nous enfermer un peu. Donc, c'est pas l'idée. Il y a deux autres questions qu'on a reçues. Pareil, je tiens le temps puisqu'on s'est engagé à Ouais. 40, maximum 45 à terminer. Donc, il nous reste un tout petit peu plus de 5 minutes. Mais voilà, deux autres questions qu'on a reçues, mais je crois que c'est moins votre sujet. Je vous les pose quand même, qui était comment abordez-vous la sexualité avec les personnes ayant des pathologies psychotiques? Alors, je suis désolé pour la personne qui a posé la question, mais je ne l'aborde pas. En fait, la réponse courte, c'est celle-là. Et la raison, enfin, il y a plusieurs raisons, mais moi, je suis thérapeute. C'est-à-dire que ce que je ne suis pas, par exemple, c'est psychiatre. Donc, je ne travaille pas avec les psychotiques. Et je ne travaille pas avec les personnes psychotiques, mais elles ne viennent pas me voir non plus. C'est-à-dire, ça ne se produit pas, quoi, tout simplement. Et comme ça ne se produit pas, ben, je ne parle pas de sexualité avec elles. D'autre part, ce qu'on appelle la psychose, c'est la première chose, c'est la création d'un monde qui a sa cohérence propre, mais qui n'est porté que par la personne en question. Donc, elle est, elle, dans un monde auquel on n'a pas accès, ou seulement parfois un peu par effraction ou par quelques instants, mais dans lequel on ne rentre pas. Et dans ce monde-là, pour moi, ça me paraît très difficile qu'il y ait une sexualité relationnelle, puisque par définition, la personne psychotique, elle s'auto-isole. Je ne dis pas que c'est volontaire de sa part, ça ne l'est pas, mais il n'empêche qu'elle est auto-isolée. Donc, il me semble que la relation est vouée à l'échec. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la sexualité dont je parle, c'est une sexualité relationnelle. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis un peu court sur cette question-là. Mais, mais je pense que c'est important aussi de préciser bah, qu'on a des limites, on n'a pas réponse à tout. Je pense que ça Non, donne aussi non, du crédit à votre propos. Merci, merci pour la précision en tout cas. Et une autre, alors, la difficulté de cette question, c'est qu'elle ne prend pas vraiment la forme du question. On a reçu une question qui dit simplement médicaments et prise de poids, en interrogation. Est-ce que vous avez juste peut-être une réaction? C'est vrai qu'il nous manque un peu de détails pour savoir quelle était la question. moi, comme ça, là, dans le cadre de la sexualité, je dirais que la prise de poids n'est pas un objectif, n'est pas un obstacle, pardon, à la sexualité, il me semble. Voilà. En revanche, les médicaments, bah, ça dépend beaucoup desquels. Mais il y a quand même beaucoup de médicaments qui ont comme effet secondaire d'anesthésier un peu les ressentis Mhm. de la personne qui les prend. Et à partir de là, ça signifie que sexualité ou pas sexualité, ben, je vais avoir moins de ressentis, et donc moins de ressentis corporels. Donc dans la sexualité, ça va être plus compliqué d'entrer sur ce chemin que je propose de sexualité consciente qui est à base de ressentis. Donc voilà. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les médicaments. C'est pas ce que je dis, hein. Je dis juste que sous cet aspect-là, ces médicaments-là, bah, ils favorisent pas ce que je propose. Euh, Mais après, donc peut-être cette idée de, un peu comme vous disiez tout à l'heure, de se connaître soi, de prendre le temps d'explorer, de savoir ce qui nous fait plaisir, et puis une construction qui passe par quelque chose peut-être de différent. Prendre en compte ces spécificités. Par exemple, on a peu parlé,
je fais un lien qui est peut-être un peu bizarre, mais je m'en excuse, c'est pas mon intention. On n'a pas parlé de différentes formes de handicap qui peuvent rendre la sexualité plus complexe aussi, des formes soit de paralysie ou des choses comme ça. Et du coup, il y a cette idée derrière, en tout cas, de se connaître, de prendre le temps et de s'autoriser à explorer les choses, j'imagine. Sur le handicap, alors c'est peut-être un peu tard pour faire la réponse que je vais faire là, parce elle peut peut-être sembler choquante au premier abord, mais d'abord, le handicap, il y en a plein. Donc, Il y a plein de plein de handicaps différents, tout différents, à fait. Ouais. très difficile de répondre comme ça, mais si on est dans une approche un petit peu globalisante, je dirais que le handicap n'est pas nécessairement un empêchement à une sexualité consciente. Parce que le handicap crée une contrainte ou plusieurs contraintes qui sont très importantes, mais dans le cadre de la sexualité, donc je suppose qu'on ait résolu le premier aspect, quoi. Comment avoir de la sexualité, avec qui, quel partenaire, etc. Mais si je suis en sexualité, avec quelqu'un qui est porteur d'un handicap, eh bien, très probablement que je vais être extrêmement à son écoute et que je vais beaucoup m'attacher à savoir quels sont ses ressentis. Et que par conséquent, je vais entrer dans une forme de sexualité consciente. Donc, de ce point de vue-là, il est possible que dans certains cas, le handicap soit euh, quelque chose qui, finalement, au contraire, favorise peut-être une forme de sexpanouissement. C'est possible. Je ne sais pas. Ça dépend de quel handicap on parle, quoi. Et, enfin, et je ne suis pas du tout spécialisé dans la question de la sexualité pour les personnes handicapées. Mais je me dis juste, peut-être que là, il y a pas c'est peut-être quelque chose qui favorise la lenteur, l'écoute, le regard, la relation. Voilà. Mais Ça, je pense qu'on aura l'occasion effectivement d'en parler dans d'autres webinaires et puis il y a d'autres choses qui absolument. existent. Ça, moi, je me permets cette petite prise de parole parce que ça me fait parler à des expériences vécues en animation de prévention avec des jeunes à l'époque de la sortie du film. Euh, j'ai oublié le nom. Zut. Avec Omar Sy et Oui, François Cluzet sur le handicap. intouchable. Intouchable, merci beaucoup. À l'époque de la sortie du film Intouchable, où il y a beaucoup de jeunes qui ont découvert, entre guillemets, par quelque chose d'un peu comique dans le film, mais très touchant aussi, cette sexualité avec du coup une personne tétraplégique qui a une grosse zone érogène au niveau de ses oreilles et qui Ouais, éprouve un plaisir sexuel comme ça. Et ça prend le temps aussi, bah, effectivement, de son assistant de vie, joué par Omar Sy, de découvrir ça, de comprendre que c'est ça, et c'est sa façon un peu de dire, bah, faites-lui plaisir, mais que comme ça, le reste, il n'a pas les sensations, mais en tout cas, c'est possible. Et je trouve que ça a donné beaucoup de nuances à ce que les jeunes imaginent souvent de la sexualité, et de se dire, ah bah oui, c'est possible, et c'est assez touchant de pouvoir en parler comme ça. Voilà, oui, ça m'a permis de très faire un peu positif. C'est très positif de c'est montrer ça. un autre modèle que le modèle standard. C'est ça. Donc un lien, voilà, et du coup on reboucle, je trouve très bien avec le propos du temps qu'on vient de passer ensemble sur l'expérience corporelle et cette sexualité accessible finalement par plein de façons différentes. Juste avant de conclure, et on est vraiment dans les 2 dernières minutes de notre échange, je viens de voir que j'ai un peu loupé une question qui est dans le chat, donc je la transcris, mais c'est à la fois une question et plus un propos. Merci de l'avoir partagé. En tout cas, quelqu'un qui disait que l'épanouissement sexuel dont vous parlez, Guillaume de Boisbisson, dans votre livre, il a un lien avec une mise en condition psychique et psychologique. Et la personne prend l'exemple des femmes dans les équipes de footballeurs où on leur dit il faut être présent auprès de votre mari quand vous abordez un match décisif. En tout cas, cette idée, est-ce que c'est ça un peu l'idée que vous développez, le fait Euh, non, je pense que c'est assez non, clair au terme de notre échange que ça c'est de la consommation, ça. C'est de la consommation qui va exclusivement dans le sens du bien supposé que ça peut faire aux footballeurs. Et là, on parle des femmes de footballeurs, hein, on ne parle pas des maris des footballeuses, quoi, vous voyez. Enfin, je veux dire, il y a aussi cet ouais, aspect-là dans cette question.
Et là, on est exactement dans l'inverse de tout ce que je préconise, quoi. Ok, bah, c'était intéressant du coup de passer par ce dernier exemple et de voir, permet de reboucler sur le propos. Du coup, je me permets de conclure et en vous remerciant d'avoir partagé ça avec nous. Évidemment, il y a certainement d'autres choses qu'on n'a pas dévoilées. Et je voulais terminer, mais c'est pas préparé et comme c'est une façon de vous donner le mot de la fin. On a tourné autour de votre livre, etc. Comme je disais en introduction, le livre est sous-titré Les 7 secrets. Et je me disais, mais vous n'êtes pas obligé de dire oui, est-ce que vous accepteriez en conclusion de nous dévoiler un des 7 secrets ou pas? Et si oui, lequel? Voilà, peut-être le moins C'est, dévoilé. on peut parler de la lenteur si vous voulez, mais parce on l'a déjà abordé. Mais On en a beaucoup parlé. ce Ok, qu'il faut dire, c'est que ces secrets sont des vérités simples et éternelles. Ce ne sont pas des formules. Enfin, ils ont c'est pas magique et c'est pas des vrais pas une secrets. formule magique. Ce sont des vérités simples et éternelles. Et dans ces vérités simples et éternelles, par exemple, il y a le fait de pratiquer lentement. Ouais. Voilà. Ok, Ça, donc c'est un des- éloge à la lenteur. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter que Bien sûr. tout ce dont parle le livre, tout ce dont on a parlé là, fait aussi l'objet de stages que mon épouse et moi nous organisons pour les couples qui cherchent à justement aller sur un chemin de sexualité plus épanouie, qui s'intitule les stages S'expanouir, dont on trouve la description sur le site web de l'Université de l'amour. Voilà, c'était quand même important de dire que c'est pas seulement une réflexion théorique, il y a aussi un apport réellement pratique et que donc on peut apprendre hein, cette forme de sexualité en stage. Voilà. Et D'accord. Bah, 45. merci beaucoup, merci pour votre participation, merci à tous et toutes les personnes qui se sont connectées. Bon revisionnage, enfin c'est un peu la fin pour les personnes qui revisionnent en décalé. Et puis Jennifer, je te rends la parole. Je ne sais pas s'il y a une annonce finale. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Monsieur de Bébrisson. Merci Jean-Baptiste. Et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne fin de journée à tous. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.